Bonsoir à toutes et à tous et merci de rester fidèles au programme du soir. C'est nous votre bienvenue dans Regard Croisé, le deuxième numéro de cette semaine. Encore 4 sujets à aborder avec nos invités. Nous parlerons d'abord de la République démocratique du Congo, le mandat de la MONUSCO prorogé d'1 an par le Conseil de sécurité. Notre deuxième sujet concerne l'AES, les forces armées des 3 pays en alerte maximale contre les projets d'agressions extérieures. Troisième sujet, nous parlerons du Sénégal. Macky Sall dépose plainte contre la diffusion de faux documents financiers. Puis nous terminerons bien évidemment par le Togo, fête de fin d'année, l'opération Kéligou déployée contre les faits d'insécurité. Et pour en parler ce soir, 3 invités sur ce plateau. Avec moi, Maoulolo Samson Alidja, vous êtes journaliste et analyste politique. Bonsoir Samson et bienvenue. Bonsoir Guillaume, bonsoir à tous ceux qui nous regardent actuellement. Bonsoir à mes co-débatteurs et merci pour l'invitation. Merci à vous également d'avoir répondu à notre invitation. À côté de vous, Louis Kamako, vous êtes journaliste et analyste politique. Bonsoir Louis et bienvenue. Bonsoir confrère, bonsoir à Samson, bonsoir au troisième invité qui est un fidèle aussi des mardis. Merci à vous Louis d'avoir répondu à mon invitation, fidèle aussi des mardis que vous êtes. Notre troisième invité ce soir, Credo Tété, vous êtes journaliste et analyste politique. Bonsoir Credo et bienvenue. Merci, bonsoir Guillaume, bonsoir à nous tous et bonsoir surtout à ceux et celles qui nous suivent. Merci beaucoup à vous tous d'avoir répondu à notre invitation. Avec vous, nous allons aborder notre premier sujet en prenant la direction de la République démocratique du Congo. Le Conseil de sécurité a renouvelé le mandat de la MONUSCO, la mission multidimensionnelle de l'Organisation des Nations Unies pour la stabilité au Congo. Cette mission, plutôt le mandat de la MONUSCO est prorogé d'1 an pour permettre à cette force d'intervenir toujours dans une partie de la République démocratique du Congo, surtout les zones les plus en proie à l'insécurité dans le Nord Kivu et dans l'Ituri. Un mandat prorogé alors que la République démocratique du Congo avait demandé la fin de l'intervention de l'Organisation des Nations Unies sur son territoire, jugeant que la MONUSCO n'a pas atteint ses objectifs. Qu'est-ce qui a entre-temps changé pour que la République démocratique du Congo soit obligée de demander une nouvelle prorogation de la mission de la MONUSCO? Nous en parlons avec nos invités. Je veux bien commencer par vous, Samson. Alors on apprend la prorogation du mandat de la MONUSCO. On sait que Félix Tshisekedi et les membres de son gouvernement avaient décrié l'efficacité de la MONUSCO. Les manifestations ont d'ailleurs eu lieu en République démocratique du Congo pour justement la même cause, estimant que la mission des Nations Unies ne permettent pas de résoudre le problème. Il fallait donc s'en débarrasser, comme c'était le cas dans les pays du Sahel. Malheureusement, lors de la présidentielle de fin d'année 2023, on a dû recourir à l'intervention de la MONUSCO, d'abord pour des raisons logistiques et aussi pour des raisons de sécurité. Et là, dans les zones les plus en proie à l'insécurité, c'est-à-dire le Nord Kivu et le Sud Kivu, l'on décide de proroger d'1 an le mandat de cette mission. Oui, je vais d'abord répondre à votre question. Qu'est-ce qui a changé justement? Oui, justement. Parce que rien n'a changé, que la MONUSCO est toujours en place. C'est parce que jusqu'à maintenant, l'État congolais n'a pas encore la capacité de se faire respecter et de faire asseoir son autorité sur l'ensemble du territoire congolais, que la MONUSCO, qui en passant est une force d'interposition, est encore nécessaire. Maintenant, vous l'avez très bien dit, cette force a été décriée parce que justement, c'est une force d'interposition qui n'est pas une force de combat. Ils sont là et ils sont censés être sur une ligne de front pour empêcher deux belligérants de s'affronter. Malheureusement, d'un côté, il y a un belligérant qui n'arrive pas, qui s'estime légitime, mais qui n'arrive pas à asseoir son autorité. Et de l'autre côté, il y a des forces rebelles qui faisaient des incursions régulières dans les zones tenues par l'État congolais. À un moment donné, les populations en avaient marre, ont commencé par manifester leur mécontentement. Et l'État congolais, en voulant surfer sur une vague d'élan souverainiste en Afrique à l'époque, avait demandé rapidement à ce que la MONUSCO puisse plier bagage. Malheureusement, l'État congolais n'a pas été capable d'aller au bout parce que l'État n'est pas capable actuellement de remplacer la MONUSCO si jamais la MONUSCO partait. On a actuellement encore 14 000 soldats et policiers étrangers de divers pays sur le territoire congolais qui assurent. Mais là, il faut voir la nuance, c'est des policiers et des soldats. Ça veut dire que dans ce territoire, même la gestion des activités qui se passent, les policiers c'est des civils au fait. Ce n'est pas juste une force militaire alors. Donc même la gestion des activités comme la gestion des flux routiers, et les traitements, la patrouille, tout ça l'État congolais n'est pas actuellement capable de l'assurer. Et ce qui est bien dommage. Moi ce qui
m'impressionne, c'est que le prolongement des délais de la MONUSCO s'est fait à l'unanimité. Ça veut dire que même au Conseil de sécurité, où les Russes, les Chinois, les Américains ne s'entendent pas, sur la question congolaise, il y a un consensus à ce que les forces soient toujours présentes pour pouvoir maintenir un semblant de stabilité. Mais il faut quand même rappeler que la RDC n'a pas renoncé à ce que la MONUSCO quitte son territoire. La RDC a demandé un retrait graduel et coordonné. Ce qui veut dire que l'année supplémentaire est censée maintenant poursuivre ce retrait. Donc l'année prochaine, on aura encore moins de personnel de la MONUSCO et ainsi de suite, ainsi de suite. La question est de savoir, est-ce que l'État congolais pourra, d'ici les années à venir, avoir assez de force pour pouvoir réaffirmer son autorité dans les territoires comme le Sud Kivu ou le Nord Kivu plutôt et l'Ituri. Et on ne le dit pas assez souvent, mais ce qui se passe en Ituri est aussi grave, sinon plus grave que ce qui se passe actuellement au Sud Kivu. Nous avons déjà des éléments de réponse par rapport à ce qui s'est passé l'autre fois. À Luanda, Kagame n'a pas fait le déplacement. Et Félix Tshisekedi continue pas à dire qu'il n'y a pas de négociation possible avec le M23. Donc dans ce contexte-là, je suis assez sceptique par rapport à la capacité de l'État congolais de pouvoir se reconstruire militairement pour affirmer son autorité sur les territoires du Nord Kivu et de l'Ituri dans les années à venir. Est-ce à dire que la MONUSCO va encore rester plus longtemps qu'on ne l'imaginait, puisque cette prolongation est conditionnée par une discussion entre les deux parties pour prendre en compte les priorités stratégiques d'abord de la MONUSCO, mais aussi de la République démocratique du Congo pour un retrait progressif, comme le disait tout à l'heure Samson. Ils sont plus de 14 000 personnes. Dans les détails, c'est 11 500 militaires, 600 observateurs, 443 policiers et 1270 éléments de police reconstitués. Alors, tous ces éléments interviennent dans les zones les plus sensibles du Nord Kivu et de l'Ituri. Finalement, la RDC a décidé de demander une prorogation du mandat. Cela lui est accordé, Louis. Oui, mais ce qu'on sait, c'est que la MONUSCO va encore rester au Congo jusqu'en 2025, jusqu'à décembre 2025. Jusqu'au 20 décembre 2025. Jusqu'au 20 décembre 2025, ça fait plutôt un an. Oui. Et ça, dans 12 mois, beaucoup de choses peuvent se passer. Et ça rejoint à peu près la question que tu posais tout à l'heure, Samson, de savoir qu'est-ce qui a changé. Bien évidemment, rien n'a changé, mais je pense que dans 12 mois, beaucoup de choses peuvent changer. Vous avez un État congolais qui, jusque-là, n'a pas prouvé à la face du monde qu'il a intérêt à ce que cette guerre cesse. Je suis tenté de vous le dire comme ça, tout droit, parce que ce soit... Félix Tshisekedi ou son Kabila, je pense que tous en fait profitent de cette guerre-là. Aujourd'hui, on en est là quand on vous dit que cette guerre coûte peut-être à l'ONU plus d'$1 milliard par an, qui constitue aujourd'hui l'un des budgets les plus lourds de l'Organisation des Nations Unies. Ça veut dire que quelque part, il y a beaucoup de gens qui justement profitent à cette guerre. C'est justement ce qui s'est passé lors du vote de cette prorogation. Vous avez vu que tous les États ont été unanimes. Samson le disait tout à l'heure, tous ont été unanimes sur le dossier congolais. Ça veut dire que quelque part, tout le monde est en train de trouver sa part du gâteau. Et donc, je pense trouver sa part du gâteau ou trouver important que cette mission reste? Non, mais la mission reste, mais le résultat sur le terrain, il est mitigé. Parce qu'on l'a dit, quand vous interrogez les autorités congolaises, eux-mêmes, en fait, les autorités congolaises le disent à qui veut bien l'entendre, que la mission, que la MONUSCO est inefficace. Et parce que la MONUSCO est toujours là, mais quand vous allez, par exemple, dans une région comme Lubero, les militaires congolais et les rebelles M23 continuent pas à s'affronter. Ce que je veux savoir, est-ce que c'est parce que la mission est inefficace, ou plutôt qu'on a mal compris la mission, ou bien le mandat de cette mission, ou plutôt qu'on avait imaginé pouvoir faire des choses qu'on n'est pas capable soi-même de le faire et que finalement on est obligé de ravaler sa salive? Non, mais c'est juste parce que la mission est inefficace. La mission est inefficace. C'est pour cela que les autorités congolaises ont demandé à un moment donné que la MONUSCO en fait se retire. Pourquoi ils n'ont pas continué sur cette lancée en demandant carrément le retrait? Ils n'ont pas continué parce que je disais tout à l'heure, d'abord ils ne sont pas cohérents dans ce qu'ils disent et ils ne sont pas conséquents avec eux-mêmes. Il y a justement cette volonté-là de voir les autres parties, mais est-ce que la relève est assurée? C'est la question fondamentale. La question que beaucoup de gens se posent aujourd'hui, est-ce que si la mission onusienne se retire,
du sol congolais, est-ce que l'État congolais est à même aujourd'hui d'assurer la sécurité à ces populations-là, notamment dans le Nord Kivu? C'est la question principale. Et je crois qu'à plusieurs fois, on a débattu de ce sujet ici et on a été tous unanimes que le problème se pose parce que le dispositif sécuritaire congolais même est infiltré. Ce dispositif sécuritaire est corrompu. Vous avez dans cette guerre-là des colonels ou des généraux qui combattent justement aux côtés du M23. À un moment donné... Qui combattent? Oui, justement. Qui combattent juste aux côtés. Je n'en ai pas les preuves, en tout cas. Il suffit juste de voir ce qui a amené le président Félix Tshisekedi à un moment donné à procéder à un remaniement au sein de l'appareil militaire. Donc ça veut dire que quelque part, il trouve que ceux qui sont là, ils ne sont pas de mèche avec l'armée régulière. Donc je pense que c'est tout un flou qui touche et qui entoure ce dossier et qui profite à beaucoup de personnes. C'est pour ça que je dis que ce soit les présidents ou bien que ce soit les organisations internationales, que ce soit les pays qui ont justement accordé leur vote, les pays qui ont voté pour la prorogation en fait de ce mandat, je pense qu'ils sont tous complices de ce qui se passe en des Congo. Donc je crois que ce qui a lieu de faire, c'est qu'à un moment donné, l'État congolais se montre ferme dans sa prise de décision et fait voir l'opinion ce qu'il veut concrètement. Si il veut que la MONUSCO se retire, il doit justement poser les actes qui vont dans ce sens-là. Poser les actes, c'est justement d'aller à préparer la relève aujourd'hui pour que dès que les forces onusiennes ne seront plus là, que l'armée congolaise soit à même en fait d'assurer la sécurité aux Congolais. Credo TT, l'Organisation des Nations Unies a prorogé d'un an le mandat de la MONUSCO. MONUSCO, dont le mandat devrait arriver à terme ce 20 décembre 2024 à la demande des autorités congolaises. La MONUSCO a d'ailleurs commencé le retrait dans certaines parties de l'Est de la République démocratique du Congo. Mais finalement, les mêmes autorités congolaises ont demandé en tout cas qu'on ne fasse pas un retrait total, mais qu'on regarde cette mission dans une partie du territoire parce qu'ils sont toujours incapables de sécuriser la totalité de leur pays. Que se passe-t-il pour que ces mêmes autorités reviennent sur leurs paroles et demandent la prorogation du mandat de la mission onusienne? Oui, je parlerai dans un premier temps d'un aveu d'impuissance même de la part des dirigeants congolais et également interroger la fragilité du système politique congolais. On a comme l'impression qu'ils veulent souffler le chaud et le froid. Et c'est comme si le président Kabila et ses collaborateurs ne savent pas réellement ce qu'ils veulent pour le Congo, parce que c'est vraiment illogique. C'est Tshisekedi qui est là maintenant. C'est Tshisekedi, pardon. C'est vraiment illogique. Cette demande formulée avec empressement pour le départ de la MONUSCO. Et lorsqu'on entend que il y a quelques jours, disons il y a 4 jours, le même Conseil de sécurité a eu l'unanimité pour que les forces onusiennes restent. Donc, il faut se poser la question. Donc, c'est qu'il y a une caution, une tacite caution de la RD Congo. Donc, est-ce qu'ils s'étaient trompés de choix ou bien ils ont voulu faire, disons, le suivisme? Parce qu'on a vu les forces onusiennes avaient eu maille à partir dans d'autres pays. Donc, est-ce que c'était du copier-coller qu'ils voulaient faire pour essayer de faire la politique autrement? Est-ce que ça n'en a pas finalement l'air? Du copier-coller qui finalement n'a pas marché? Oui, dans une certaine mesure, on peut aller sur cette piste, donc c'est pourquoi je m'y amène. Et ça donne clairement l'impression comme quoi le vent a soufflé sur d'autres pays, donc nous aussi, nous pouvons faire cela pour avoir, disons, l'assentiment des populations, pour que ces populations nous accompagnent. Mais rapidement, ils se sont rendus compte qu'ils n'ont pas les outils nécessaires, la capacité de juguler tous les soucis sécuritaires qui se posent au niveau de la RD Congo. Maintenant, est-ce qu'il faille laisser toujours les forces onusiennes quitter lorsqu'on n'a pas l'assurance ou bien lorsqu'on n'a pas les moyens de faire la sécurisation? Vous savez, lorsque en 2019, on parlait disons, de l'existence même de cette force onusienne, c'était beaucoup plus, non seulement pour la stabilisation du pays, mais également le renforcement des institutions.
parce qu'ils avaient un rôle aussi administratif à jouer. Samson parlait de leur rôle tampon, Donc ça, c'est également visible parce que ce ne sont pas des forces qui sont venues combattre, une force ennemie en face, mais c'est renforcer et l'institution et l'administration et stabiliser le pays. Maintenant, si les dirigeants congolais ont voulu faire le suivisme à l'international pour demander que les forces onusiennes quittent, et ils se sont rendus compte assez tôt de leur incapacité à maîtriser la situation sécuritaire. Donc, la grande question, est-ce que réellement au niveau de la RD Congo, est-ce que les dirigeants sont conséquents? Et dans une autre mesure, ça ne fait que la part belle, à ces puissances qui siègent et qui ont des voix prépondérantes au niveau du Conseil de sécurité. Parce qu'il y a lorsque le vote a été fait, même les forces antagonistes qui sont au niveau du Conseil, des puissances antagonistes qui sont au niveau du Conseil de sécurité se sont accordées. Donc, c'est dire que quand il s'agit de leurs intérêts, ils ont vite fait d'enterrer leur hache de guerre et puis de se mettre d'accord sur le but que eux tous poursuivent. Maintenant, est-ce qu'au niveau de la RD Congo même, est-ce qu'il y a cette prise de conscience? Donc, on peut aller, lorsque on veut encore pousser loin l'analyse pour dire, est-ce que ce n'est pas une navigation à vue que les actuels dirigeants de la RD Congo sont en train de faire? Non, mais moi, je ne trouve pas qu'il y a de suivisme parce que il faut juste voir la manière dont le contrat est signé. C'est un contrat qui est renouvelé chaque année. Chaque année, oui. Donc ça veut dire que c'est un contrat d'une durée d'1 an à chaque fois. Et donc à chaque fois, les autorités congolaises s'asseyent et puis elles font le bilan. Je rappelle qu'elles ont commencé par dénoncer cette MONUSCO, ce n'est pas un an. Voilà, ce n'est pas un an. Ça veut dire que cette saga a commencé avant que les pays, parce que vous parlez justement de suivisme. Non, mais dans la même foulée que les pays du Sahel, quand même. Sauf qu'eux, ils ont terminé les gouvernants congolais ont commencé justement cette saga avant que l'AS n'entre dans la danse. Et donc, ça veut dire que ce qu'il y a lieu de faire, c'est qu'il y a un manque de patriotisme, en fait, au niveau de l'État congolais, ou bien, en fait, au niveau de ceux qui gouvernent l'État congolais aujourd'hui. Quand vous voyez, en fait, ce qui se passe dans le Sahel, à un moment donné, les gens ont compris que, voilà, il faut justement mettre fin à ce que, au bouillabaisse, au désordre auquel nous assistons sur nos sols respectifs. C'est ce qui a amené en RD Congo, la situation se présente de telle en sorte que même ceux qui gouvernent le pays, les autorités même, sont de mèche avec les rebelles. Je l'ai dit comme ça. Et j'ai dit tout à l'heure dans ma première intervention que aussi bien les gouvernants, aussi bien les généraux, tous en fait profitent de la situation. Vous avez vu la manière dont le vote a eu lieu au Conseil de sécurité. C'était passé comme une lettre à la poste. Ça veut dire que tout a été décidé en amont et ce vote-là n'a été juste qu'une simple formalité. Donc c'est pour ça je dis, que c'est une situation qui profite à tout le monde. Et que ça ne peut pas, la présence en fait de la MONUSCO en RD Congo continue peut-être pour les gens un fonds de commerce. Voilà. Oui, Samson, quelques secondes. Quand même dire que quand on parle de force d'interposition, c'est aussi une force de dissuasion. Oui. Et jusque-là, la MONUSCO n'est pas parvenue à dissuader les forces rebelles d'agir dans les territoires gouvernés par l'État. Donc là, on peut dire que c'est un échec. Maintenant, par rapport au suivisme, oui, je pense, parce que même si la question de la MONUSCO était antérieure même au coup d'État au Sahel, la volonté de dénonciation, ce courage en guillemets, est venu suite aux dénonciations qui a eu lieu au Sahel. Ça, on ne peut pas le nier. Maintenant, l'État congolais n'est pas moins patriote que l'État malien. Lorsque vous voyez les documentaires, vous voyez comment les femmes, vous voyez comment les jeunes s'engagent dans l'armée pour aller combattre le Congo. Ils ne sont pas moins patriotes, mais il y a les intérêts qui sont en jeu là-bas sont énormes. C'est énorme et c'est la malédiction des matières premières qui pèse sur le Congo. Merci beaucoup. À vous tous pour vos contributions. Nous allons marquer la première pause, puis on reviendra tout à l'heure pour la suite de cette émission.